L'envoyé spécial de la Maison-Blanche pour la Russie et le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a donné une interview détaillée à Lara Trump, belle-fille du président américain et animatrice sur Fox News. Les principaux sujets de la conversation sont la résolution de la situation dans la bande de Gaza et la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, préoccupant la communauté internationale. Vous êtes amie avec le président Trump depuis 30 ans, dit l'interlocutrice. Je vous connais assez pour comprendre que vous aviez une belle vie avant de travailler au gouvernement. Vous êtes envoyé spécial pour le Moyen-Orient et en fait pour la Russie. Avez-vous déjà occupé un tel rôle ? Demande Lara Trump. Non, jamais. Je pense que personne ne pouvait, répond Witkoff. Witkoff souligne la grande responsabilité du résultat, car le président travaille quotidiennement et place le succès en priorité, ce qui rend cette tâche extrêmement importante pour lui. Au cours des 6 derniers mois, la position de l'Amérique sur la scène mondiale a considérablement changé. La communauté internationale perçoit les États-Unis sous la direction de Donald Trump différemment que sous Joe Biden. Actuellement, les États-Unis sont respectés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Cela se ressent dans tous les efforts diplomatiques, notamment au Moyen-Orient, au Qatar, aux Émirats et en Arabie Saoudite. Les pays sont reconnaissants envers l'Amérique, et le président agit comme un gendarme mondial. Il apporte ordre et stabilité, ce qui est crucial pour les relations internationales et la sécurité. Les accords d'Abraham sont l'une des réalisations les plus significatives du premier mandat du président. On espère que de nouveaux pays s'y joindront, améliorant ainsi la paix au Moyen-Orient. Ce processus est très important pour votre beau-père et le président, qui croient en l'unification d'un plus grand nombre de pays autour de la paix et de la stabilité. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie est proche d'une résolution, et en Syrie, malgré une récente montée des tensions, des pas vers un compromis et un règlement sont en cours. Je me considère comme un émissaire du président. Il définit la politique, et ma tâche est de trouver un moyen de rapprocher les parties, et d'assurer une coopération réussie. J'aimerais que toutes les négociations se déroulent avec succès, mais c'est un processus complexe, surtout lorsqu'il s'agit de questions comme le conflit avec le Hamas. Le Hamas, qui a longtemps été un problème sérieux, progresse maintenant vers la résolution du conflit, ce qui donne de l'espoir pour un avenir pacifique. Je pense que l'Iran arrivera également à un accord. La Russie et l'Ukraine, malgré la situation difficile, avancent vers un compromis et la paix. Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dure depuis 30 ans, mais nous sommes maintenant proches de la signature d'un véritable traité de paix. Des événements importants se produisent, et tout le monde comprend la justesse de la voie choisie, ce qui apporte respect et élève notre statut dans le monde. Vous avez mentionné le Hamas. Beaucoup espèrent que ce conflit se terminera bientôt et que des conditions de vie normales seront rétablies dans la région. Le président a parlé des plans après la fin du conflit. Il comprend parfaitement l'importance d'une reconstruction correcte de la bande de Gaza sans erreur. C'est important non seulement à cause de la proximité avec Israël, mais aussi pour assurer la sécurité et la stabilité de tous les habitants de la région. La bande de Gaza nécessite une gestion et des actions appropriées. C'est ce qui peut unir toute la région. Aujourd'hui, cet endroit est considéré comme le point le plus explosif du monde. Permettez-moi de poser une question sur Marc Fogel. Vous avez joué un rôle important dans sa libération. Il a passé 3 ans et demi dans une prison russe. Racontez-nous comment cet échange de prisonniers a eu lieu. Le président m'a chargé d'entamer des négociations avec le président Poutine dans le cadre du conflit Russie-Ukraine. Je suis allé là-bas 4 fois. J'ai rencontré Poutine. Nous avons discuté de Marc Fogel, qui était en prison. Poutine a répondu favorablement à la demande. Jusqu'au dernier moment, nous ne savions pas si l'échange aurait lieu. Nous avons reçu Marc à l'aéroport, l'avons fait monter dans l'avion alors qu'il neigeait, et nous avons dégivré l'avion. Nous pensions, et si c'est un piège, et si nous ne l'obtenons pas ? Mais dès que nous avons quitté l'espace aérien russe, il sautait de joie. Cette même nuit, nous avons amené Marc, couvert du drapeau américain, à la Maison-Blanche, où le président attendait pour l'accueillir. Le président était incroyable, et Marc Fogel. J'étais profondément reconnaissant et je me suis dit, quelle chance j'ai d'avoir joué, même un petit, mais mon rôle dans cela. C'était un moment vraiment exceptionnel dans ma vie. L'administration Biden a payé 6 milliards de dollars à l'Iran pour la libération des otages. Et vous ne payez pas, vous allez vous-même, et parler directement avec des personnes comme Vladimir Poutine. Cela change vraiment des vies. Le président Trump fixe le cadre. C'est un fait, et ce n'est pas une fausse modestie. Sans lui, rien de tout cela n'aurait eu lieu. Sans lui, Marc Fogel ne serait pas rentré chez lui. Ses otages ne seraient pas revenus. Nous travaillons encore sur de nombreux autres dossiers. Donald Trump donne la direction, et nous sortons pour agir, en espérant bien mettre en œuvre sa politique. Cela change vraiment des vies. Vous étiez aussi avec le président sur le terrain de golf, à West Palm, lors de la tentative d'assassinat.
Vous avez été avec lui dans de nombreux moments importants, mais c'était sans doute irréel. Vous savez ce qui a été le plus important pour moi? La première chose que le président m'a demandé. Tu vas bien? Il est passé dans la pièce auprès de tous les agents, shérifs et caddies, ne voulant savoir qu'une seule chose. Il ne se préoccupait pas de lui-même, il est toujours comme ça. J'aime raconter ces histoires parce que les gens, personne ne le connaît comme moi. Parfois, il a peur d'admettre son côté doux, pensant que cela affaiblirait sa position, mais il l'a. Cela ne fait que 6 mois, Steve. Qu'espérez-vous accomplir dans les 3 ans et demi à venir? Quel résultat du travail de l'envoyé spécial considérez-vous comme idéal? Résoudre la question de la Russie et de l'Ukraine et conclure un accord de paix, car la paix doit venir. Le président a raison. Cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Je suis sûr que nous allons régler cela. J'espère que ce sera un grand événement. Si nous étendons les accords d'Abraham et obtenons une paix durable à Gaza, ce sera le sommet. Atteindre une paix durable au Moyen-Orient et normaliser les relations avec Israël sera la principale réussite. Alors votre beau-père obtiendra ce qu'il mérite. Il devrait recevoir le prix Nobel de la paix, non pas pour un seul succès, mais pour tous ses efforts dans le domaine de la paix et de la diplomatie. À Gaza, un nouveau tournant. L'armée israélienne annonce qu'à partir de ce dimanche, une pause tactique quotidienne sera instaurée sur certains secteurs du territoire. De 10h du matin à 8h du soir, heure locale, dans les zones sans combat, les convois humanitaires pourront circuler sur des itinéraires sécurisés spécialement désignés. Parmi ces zones figurent Al-Mawazi, Deir el-Bala, et certaines parties de la ville de Gaza. Cette décision vise à soutenir le processus de paix et à aider la population. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dimanche qu'Israël continuerait à assurer l'accès à l'aide humanitaire, quel que soit le chemin choisi, voyant des progrès sur le terrain et dans les négociations. Au nom de l'élimination du Hamas et de la libération des otages, nous obtenons des succès tant dans les opérations militaires que dans les négociations. Un accès minimal à l'aide humanitaire sera garanti. Nous le faisons jusqu'à présent et continuerons à nous battre, à agir jusqu'à la victoire totale et l'atteinte de tous les objectifs, malgré les difficultés d'acheminement de nourriture et de médicaments à Gaza. La situation humanitaire à Gaza se détériore rapidement, et le même jour, Israël a annoncé le largage de 5 palettes de produits alimentaires par voie aérienne, pour aider les nécessiteux. Des convois d'aide ont commencé à entrer depuis l'Égypte, tandis que le Royaume-Uni et la Jordanie ont annoncé des plans pour reprendre les largages humanitaires conjoints. Les Émirats arabes unis sont prêts à commencer immédiatement l'aide, mais le chef de l'agence de l'ONU avertit que les largages aériens sont coûteux, peu efficaces, et peuvent être dangereux pour les affamés. La veille, les militaires israéliens ont intercepté le navire de la coalition internationale Freedom Flotilla, se dirigeant vers la côte, ce qui complique la livraison de l'aide. Gaza a tenté de briser le blocus maritime. La diffusion en direct depuis le navire Andala a été brusquement interrompue lorsque des soldats israéliens sont montés à bord. La tension a fortement augmenté à ce moment-là. Israël rejette les accusations d'utilisation de la faim comme arme de pression. Les autorités soulignent que la pression sur le Hamas se poursuivra pour la libération des otages. Les otages ont été capturés le 7 octobre 2023. La communauté internationale intensifie la pression, exigeant un cessez-le-feu et l'accès des missions humanitaires. Dimanche 27 juillet, les pompiers ont combattu des incendies de forêt à travers toute la Turquie sous une chaleur méditerranéenne accablante. La situation restait critique. Les autorités ont évacué plus de 3600 personnes des villages de 2 provinces. Les incendies de forêt à Mersin, Antalya et Uzak sont principalement maîtrisés. Les opérations de refroidissement des incendies se poursuivent. Mais le feu fait encore rage dans la province nord-ouest de Bursa et la province nord de Karabük. L'incendie a commencé dans une zone forestière entre les districts de Gürsu et Kestel à Bursa, où se concentre une grande partie de l'industrie automobile turque. Dans la nuit de samedi à dimanche, un tronçon de l'autoroute reliant Istanbul à Izmir a été temporairement fermé à cause de l'incendie, provoquant des perturbations dans le trafic. Les images du site montrent des forêts en flammes et les pompiers luttant contre le feu dans des conditions difficiles de chaleur et de vent. D'énormes langues de flammes enveloppent les arbres près des quartiers résidentiels de Bursa, tandis qu'un épais nuage de fumée couvre le ciel au-dessus de la ville, créant une atmosphère d'alerte et de danger pour les habitants. Dans le district de Kestel, à Bursa, 1765 personnes ont été évacuées de 3 quartiers. Environ 2000 pompiers combattent le feu, avec le soutien de 6 avions et 4 hélicoptères. Dans la province nordique de Karabük, un grand incendie dure depuis 5 jours. 1839 personnes ont été évacuées de 19 villages, a déclaré le ministre turc de l'Agriculture, Ibrahim Yumakli. Dans une zone à relief difficile, 3 avions et 16 hélicoptères sont mobilisés pour éteindre l'incendie.
Le ministère de l'Agriculture a précisé que la lutte contre le feu est compliquée par le paysage complexe de la région. La température de l'air dans plusieurs régions de Turquie dépassera 40 degrés Celsius dimanche, soit 12 degrés au-dessus de la normale saisonnière, a rapporté le service météorologique turc, samedi. Pour la première fois dans l'histoire de la partie sud-est du pays, les thermomètres ont affiché 50 degrés Celsius. C'est un record de température sans précédent pour cette région. La société chinoise Unitre Robotics a lancé à la vente un robot humanoïde R à un prix record de $5 900, ce qui a surpris le marché de la robotique. Le nom du robot rappelle les personnages de la saga spatiale Star Wars, le robot R-2. Le nouveau robot R1 pèse 25 kg et est équipé d'une intelligence artificielle. Le robot possède 26 articulations mobiles et est capable de reconnaître la parole et les images, ce qui élargit considérablement ses fonctionnalités dans divers domaines. En 2024, les humanoïdes les plus avancés coûtaient jusqu'à $200 000. Les entreprises chinoises ont considérablement réduit le prix, rendant la technologie plus accessible. Les prix baissent pour évincer les leaders américains, tels que Boston Dynamics. Les robots humanoïdes ont déjà quelque chose comme un animal de compagnie, un robot chien ou un robot loup. Samedi 26 juillet, lors de la conférence mondiale sur l'intelligence artificielle à Shanghai, un robot chien à 4 pattes à roues a été présenté. Ce robot s'appelle Link M20. Link signifie lynx en anglais, développé par la société chinoise Deep Robotics pour des conditions de déplacement difficiles. Link M20 peut s'adapter à différentes surfaces, herbes, sable et sentiers forestiers, assurant un déplacement sûr et varié. Le robot sait monter et descendre des escaliers et même marcher en position verticale, ce qui lui permet de se déplacer dans des environnements complexes. De plus, Link M20 est capable de faire des saltos arrière, démontrant une grande agilité et un bon équilibre. Link M20 combine les avantages d'un robot à roues et d'un robot marcheur, alliant vitesse et capacité à franchir des obstacles. Le robot à roues est plus rapide et efficace, tandis que le robot marcheur gère mieux les obstacles et les terrains difficiles. Link M20 atteint rapidement son lieu de travail et peut franchir des obstacles inaccessibles aux robots à roues ordinaires. Actuellement, Link M20 est utilisé pour l'inspection des réseaux électriques, des conduites souterraines, des zones à risque d'incendie et la patrouille de la sécurité publique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les dernières nouvelles et critiques sur les robots modernes et les technologies d'intelligence artificielle. Mettez un like et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Cela vous aidera à rester toujours informé des dernières sorties.